vraiment ambigu. La gestion commune des parcs C'est nationaux. vraiment ambigu quand on parle de la chaîne des valeurs minières transparente et formalisée de bout en bout de la mine au métal transformé. La mine, c'est chez nous. Oui, les produits bruts. On transforme où? La raffinerie, c'est où? C'est au Rwanda. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous devons co-gérer nos ressources minières. Des bouts en bout. Des bouts en bout. Donc, c'est vraiment la co-gestion des ressources minières entre la RDC et le Rwanda. Or, le Rwanda, sous son sol, n'a pas les minéraux que la RDC détient. Et du coup, nous allons partager ces minéraux. Le 27 juin 2025 restera sans doute gravé sur des marbres dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En effet, en cette date, la République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République du Rwanda de Paul Kagame signent un accord sous l'égide de l'administration Trump, accord d'IDP. Depuis, ça tire dans tous les sens, les commentaires vont bon train. On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Enjeux. Découvrons ensemble notre invité. Il s'agit bel et bien de M. Olivier Sambai, philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa et coordonnateur du cercle axiologique ASBEL. Bienvenue, M. Olivier Sambai. Merci beaucoup, très cher Jean. C'est un plaisir de passer à cette émission en jeu et nous vous recevons dans notre bureau, le siège du cercle axiologique ASBEL, ce temple de réflexion et de production de la pensée pour la transformation positive de la société. Sans plus tarder, saisissons les taureaux par les cornes, comme on dit, accord de Washington, accord d'épée, Olivier Sambai, chacun y va de sa manière, selon qu'on est anti ou pro-Tshisekedi. Olivier Sambai, scientifique, enseignant à l'université, je l'ai dit, coordonnateur d'un cercle de réflexion, cercle axiologique, ASBEL. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord? D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, cet accord est qualifié d'historique parce que c'est conclu dans des circonstances beaucoup plus particulières où il y a guerre, parce que, je l'ai toujours dit, la situation à l'est du pays, c'est une situation hybride. C'est une agression et une rébellion en même temps. Parce que la résolution du Conseil de sécurité 2773 qualifie de cette situation d'agression par le Rwanda. Et le Rwanda a été nommément cité dans cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui fait que la situation ait la connotation d'agression. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui agresse un autre. C'est la guerre. Et le gouvernement congolais a aussi déclaré la guerre par le truchement du ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, pas ouvertement. Pas ouvertement. Ministre des Défenses. Bon, que ferons-nous? Nous ferons la guerre. Voilà, donc c'était déjà dit. Une guerre larvée. C'était vraiment une guerre. C'est la raison pour laquelle quand un pays agresse l'autre, dans une situation de guerre, quelles que soient les circonstances, ça aboutit toujours à un accord. Deuxième guerre mondiale, certes, les États-Unis étaient en position de force, mais ça aboutit à un accord pour cesser les faits de façon... Un accord de capitulation. Malheur aux vaincus. Exactement. Et ça conduit à ce qu'on a aujourd'hui les Nations Unies. Donc, c'est-à-dire, quand il y a guerre, on aboutit toujours à un accord. Et étant donné que le Rwanda est identifié comme étant agresseur de la République démocratique du Congo, il fallait qu'il y ait un accord. Et l'accord entre les deux pays, les protagonistes de la situation, c'est le Rwanda, et la victime, c'est la RDC. Et dans la situation de l'accord, il faut tenir compte de deux aspects. Soit vous partez négocier, parce que l'accord sont des négociations en position de force ou en position de faiblesse. Alors pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous sommes partis en position de faiblesse
parce que nous avions déjà 2 villes occupées depuis le mois de janvier. Et les négociations commencent 2 villes au territoire, hein. Il n'y a pas que ces 2 villes. Villes et autres territoires, déjà Bunagana depuis 2021. Et puis vous avez une situation qui ne facilitait pas la tâche au gouvernement congolais. Au mois de mars, nous avions pensé, nous avions proposé, suggéré assez qu'on puisse utiliser la dernière cartouche qui était les États-Unis d'Amérique. Et nos propositions coïncidait avec déjà l'idée du chef de l'État, président de la République. Ce qu'a fait qu'ils sont partis à Washington solliciter l'appui. Parce que vous allez comprendre que tous les pays africains n'avaient pas accepté la main tendue de Félix Tshisekedi pour apporter une main forte. Et l'Union africaine, avec Joao Lourenço et les autres, avait compris que la solution militaire ne pouvait pas faire l'affaire. Il aurait fallu chercher une autre solution. C'est ainsi que les regards étaient tournés vers les États-Unis. Mais arrivé là-bas, nous sommes retrouvés à une situation très compliquée parce que les États-Unis, vieil ami du Rwanda, ce que le Rwanda aujourd'hui, c'est avec le soutien de l'administration américaine, mais les administrations se sont succédées. Tout a commencé avec Bill Clinton, vous le savez bien, avec la situation tutsi-rwandaise, génocide, qui a fait que nous soyons dans cette situation, et appuyé beaucoup plus par les multinationales, mais aussi l'administration américaine. Et Donald Trump l'a même reconnu pour dire que Joe Biden n'avait rien fait. Alors, arrivé là-bas, on ne pouvait pas tout recevoir des États-Unis d'Amérique suivant la proposition à mettre sur table pour nous aider à résoudre cette situation de l'Est. Et étant nous-mêmes incapables de les régler. Exactement. Entre amis et frères, le choix parfois est clair. L'ami peut vous présenter une offre à 10 $, alors que le frère vous présente l'offre à 15 $, on prend l'offre du frère, au détriment de l'ami, parce que la consanguinité est beaucoup plus forte que la fraternité. Les liens du sang. Les liens du sang. Alors, ce qui fait que le Rwanda s'est présenté comme frère des États-Unis d'Amérique, et Paul Kagame, en stratège, a bilinguisé le pays. Vous avez l'anglais et le français comme langue officielle. Pour entrer en contact avec l'administration américaine, on ne passe pas par 4 chemins. Ils s'appellent au téléphone, ils parlent anglais. Et ils font des business en anglais. Toutes les multinationales, en anglais, ils investissent là-bas. C'est entre anglophones. Entre anglophones. Et ce n'était pas facile de pouvoir rompre du coup ces relations qui datent d'il y a longtemps. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique, acceptant la proposition de la RDC, plutôt que d'agir directement, ils ont voulu aussi privilégier les partenariats qu'ils ont toujours eu avec le Rwanda. D'où l'appel du Rwanda sur table, pour qu'on puisse réévaluer la situation et définir l'accord. D'où cet accord. L'accord dit de paix, parce que le Rwanda est identifié comme étant agresseur. Et c'est clair, les Nations Unies, même les États-Unis, identifient les Rwandais comme agresseurs. Non, mais là, je vous arrête, c'est vrai. Ouais. Mais dans cet accord, les Rwandais n'est pas invité comme agresseur. Les Rwandais est invité comme un partenaire avec qui nous pouvons commercer. Mais vous pouvez lire les accords. Un recul par rapport à la résolution 2773. J'étais en train de présenter tout d'abord la situation telle que, je peux dire, le préambule. Les décors. Qui a conduit, j'ai planté les décors pour que nous puissions comprendre d'abord les enjeux. Alors, entrons maintenant dans l'accord proprement dit. La résolution du Conseil de sécurité n'est pas un accord. La 2773. 2773 n'est pas un accord de paix qu'on conclurait quand il y a une situation de guerre. Non. La résolution, ce sont des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à une situation anormale, une situation inacceptable, où un pays agresse un autre. L'accord, la résolution 2773 fait des recommandations à un membre de l'ONU. Des recommandations et le Conseil de sécurité, c'est comme contraignantes. Le Conseil de sécurité, c'est comme la commission de discipline des Nations Unies, en fait. Ils analysent la situation, ils font des recommandations, ils contraignent l'un qui est en position d'agresser l'autre. Justement, avec des sanctions. On devait se battre, nous donner corps et âme pour l'exécution de cette résolution, au lieu de nous engager dans une autre voie qui dilue
la teneur même de cette résolution? Alors, la résolution publiée, vous avez vu la multiplication des sanctions. Parce que, comme nous l'avons dit depuis le mois de février, nous sommes en train d'analyser cette situation. Nous avons dit, quand on donne la résolution, ça n'a pas une valeur juridique qui puisse passer directement à l'action. Ça ne diminue pas l'indépendance d'un État. Le Rwanda, c'est un État indépendant. Résolution des Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda ne s'y est pas appliqué. Quelles sont les mesures pour contraindre le Rwanda? Ce ne sont que des sanctions. Et les sanctions, ce sont des sanctions économiques. Vous avez vu la Belgique sanctionnée, vous avez vu l'Allemagne sanctionnée, les États-Unis. Vous avez vu les États-Unis sanctionnés. Mais quand on sanctionne, mais la personne ne change pas. Alors il faut arriver jusqu'à étouffer celui qui est identifié comme étant agresseur, en l'occurrence le Rwanda. Les cas sous-examen le Rwanda. Mais nous sommes en train de se rendre compte qu'on évolue, mais la situation ne change pas. C'était maintenant un rapport de force. Donc on peut dire que cette résolution est laissée rester... Oui, ça peut rester comme ça parce qu'en 1997, c'est juste du papier. En 1997, n'oublions pas, avec AFDEL, il y avait aussi résolution. Ouais. Il y avait des condamnations. Kofi Annan, souvenez-vous, condamné toujours AFDEL. Ouais. Donc ce sont des déclarations, ce sont des papiers. C'est du déjà vu. Du déjà vu, ce sont des papiers, nous l'avons dit au mois de mars. Et il fallait maintenant passer à une situation où nous avons un rapport de force avec un appui d'un partenaire très solide qui est les États-Unis. Alors l'accord, à proprement parler, complète au fait les résolutions des Nations Unies. La résolution 2773, parce que là, il est recommandé au Rwanda de retirer ses troupes. Mais c'est aussi prévu dans l'accord RDC-Rwanda. Les points, parce que l'accord, pour entrer directement dans les vifs du sujet, l'accord, j'en ai fait la synthèse ici, c'est 7 chapitres, 7 dispositions. Quand on parle de l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités, mais ça complète la résolution 2773. Parce que là, il est demandé au Rwanda de faire quoi? De taire, d'arrêter de soutenir les groupes armés. Et le Congo est aussi interdit de soutenir les groupes armés parce que là, on identifie Ouazalendo et FDLR. Vous comprenez? Il est interdit de soutenir. Et les rapports les groupes armés aussi, non étatiques. Non étatiques, on le dit ouvertement comme ça. Parce que le M23 est non étatique, FC est non étatique. L'accord est clair, ça complète au fait la résolution 2773. Ça complète aussi les CONOPS qui prévoient déjà la dématérialisation ou le désengagement des FDLR. Vous comprenez? Alors, l'accord vient juste compléter dans une mesure où le Rwanda est pris à partie. Plutôt que de faire une résolution contre où le Rwanda n'est pas associé, parce que dans la résolution, le Rwanda n'est pas associé. Pour rappel... Dans la résolution, le Rwanda est condamné. Le Rwanda est condamné, il n'est pas associé, il n'est même pas entendu, il est condamné. Alors, vous allez vous rappeler que c'est la France qui a proposé les contenus de la résolution 2773 pour information. C'est la France qui a soumis cette résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il n'était pas aussi facile que le Rwanda se soumette parce qu'il s'est fait contre le Rwanda. Alors, dans une situation de la diplomatie, à proprement parler, les principes fondamentaux de la diplomatie, il aurait fallu associer l'autre partie sur table. C'est que vous avez les États-Unis en train d'essayer pour associer Poutine et Zelensky. Déjà, vous avez vu les Ukrainiens et les Russes se sont déjà mis sur table. Et pourtant, il y a agression. Et pourtant, il y a guerre. Qui agresse? C'est la Russie qui agresse l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ont quand même accepté de s'asseoir dans une même table que la Russie. C'est comme ça que fonctionne la politique internationale. C'est comme ça que fonctionne la diplomatie. Les Américains, chevronnés à la matière, ils ont dit non, on ne le fera pas contre le Rwanda, il faut l'associer. Mais vous voyez que dans cette résolution, quand on parle du point 2, le point 2 parle de désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non... La 2773? Non étatique, je parle de l'accord RDC-Rwanda. Ah, ok. RDC-Rwanda. Mais ici, cette disposition est aussi intégrée, mais au fait complété par rapport à la résolution 2673 qui demande aussi le désengagement et le désarmement. Les désarmements des groupes armés non étatiques. Ici aussi dans cette disposition, on reprend cela parce qu'il faut associer le Rwanda et les États-Unis et les secrétariats d'État américains. Ce sont des chevronnés, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Ils ont fait de cette façon. Donc, la résolution 2773 n'est pas oubliée, n'est pas supprimée, mais en fait complétée dans cet accord
en prenant les protagonistes comme étant aussi une partie de la négociation et non juste donner des sanctions sans pour autant intégrer la partie dans des sanctions, quand même que les sanctions, les fautes sont identifiées ou les infractions sont identifiées comme telles. Donc l'un complète l'autre. Exactement. L'accord complète la résolution. L'accord complète la résolution et complète aussi les CONOPS, les deux. C'est pourquoi vous allez voir dans les annexes, il est prévu la résolution de Luanda et les CONOPS, les deux. Donc ça complète, même Luanda est complété. CONOPS est complété, c'est pourquoi c'est annexé. Ici, maintenant, c'est dans des termes beaucoup plus clairs. On a juste fait la synthèse pour dire, voilà, dans cette voie, pour que vous ne soyez pas tous perdants, il faut qu'il... Mais Olivier Sambay, si tous ces documents sont complémentaires, comment expliquer que dans l'accord, on conditionne ce que le Rwanda appelle lever des mesures défensives et ce que nous appelons désengagement des troupes rwandaises à la traque ou à la neutralisation des FDLR par la partie congolaise. N'est-ce pas là aussi un recul par rapport à la 2773 qui identifiait déjà un agresseur et qui devait se retirer sans condition? Bon, ce n'est pas une contradiction, encore moins un recul. Donc vous êtes d'accord qu'on conditionne cette levée de mesures par la neutralisation des FDLR? 2773 interdit le Rwanda de soutenir les groupes armés non étatiques. Accord RDC-Rwanda sous la médiation de Washington, des États-Unis d'Amérique, interdit le Rwanda de soutenir les groupes armés non étatiques. Mais quand est-ce que les troupes rwandaises se retirent du sol congolais? Alors, là, c'est une question maintenant de délai. Quand est-ce que les troupes se retirent du sol congolais? L'accord ici recommande au Rwanda d'arrêter de soutenir. Parce que quand je dis que ça complète la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans ce sens que le Conseil de sécurité a identifié le Rwanda comme agresseur. Ouais, point barre. A noté le Rwanda comme agresseur, mais n'a pas recommandé de façon expressis verbis au Rwanda d'arrêter. La résolution demande au Rwanda de se retirer du sol congolais. Alors, la résolution, l'accord RDC-Rwanda recommande au Rwanda deux choses, de se retirer, mais aussi d'arrêter de soutenir. Alors, ce qui veut dire que les troupes rwandaises qui sont identifiées sur le sol congolais doivent quitter le sol congolais. Le Rwanda doit arrêter de soutenir les groupes armés. Là, c'est l'esprit de cet accord. Et le Rwanda doit arrêter de soutenir les groupes armés, c'est FC M23. Point barre. Alors, deuxième volet, c'est quoi? C'est maintenant les groupes armés qui se trouvent au Congo. Ce n'est plus l'affaire des Rwanda parce que le Rwanda était comme bailleur de fonds, comme pourvoyeur. On interdit au Rwanda d'arrêter de donner des fonds, de financer la rébellion. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il reste maintenant une affaire de la rébellion, d'où l'accord de Doha. Non, le Rwanda ne jouait pas seulement le rôle des bailleurs des fonds. Il envoyait ses troupes sur terrain. C'est ça le soutien. Plus de 4000 hommes. Quand on dit force spéciale rwandaise. Pourvoyeur, c'est beaucoup plus englobant. Pourvoyeur, c'est beaucoup plus englobant. Pourvoyeur en munitions, en hommes, en finances. Pourvoyeur en finances, tout. Pourvoyeur, c'est beaucoup plus englobant. On interdit au Rwanda. Donc le Rwanda ne doit plus envoyer ses troupes au sol, ne doit plus financer. Parce que les États-Unis savent identifier tout cela. C'est pourquoi le point 7, mise en œuvre des règlements des différends, ça prévoit des sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter les prescrits de cet accord. Et Donald Trump était clair devant la Maison-Blanche pour dire que ceux qui ne vont pas respecter ces accords, ils seront sanctionnés. Il y aura des sanctions financières. C'est un accord sans contrainte. Hein? Non, les contraintes, ce sont selon les États. Aucune disposition contraignante. Les États. L'application est de bonne foi. Les États sont indépendants. Les États sont indépendants. Et les sanctions ne seraient que des sanctions administratives ainsi qu'économiques. Parce que Donald Trump a décidé aujourd'hui de renvoyer tous les ressortissants des pays, de l'un des pays qui ne va pas peut-être respecter cet accord. Donald Trump a décidé aujourd'hui d'arracher le SWIFT pour les pays qui ne vont pas respecter l'accord. Ça va détruire le système bancaire. Donald Trump, vous voyez l'administration Trump, ce qu'elle peut exercer comme contrainte, ce sont des sanctions. Et Donald Trump était clair pour parler des sanctions.
Alors, je pourrais peut-être parler des engagements des armements. Il est prévu au point 2 de cet accord, le chapitre 2, que les négociations en cours à Doha entre la RDC et le M23 doivent se poursuivre parce qu'il est prévu que le Rwanda arrête de soutenir la rébellion. Voilà une autre facette de ce problème, de cette crise. Les FDLR, son problème est réglé dans l'accord. Mais s'il faut parler de M23 AFC, on nous renvoie à Doha. Comment vous allez l'expliquer? Pourquoi ces traitements de valeur, pourquoi ces traitements particuliers réservés aux mouvements rebelles congolais qui sont les M23 et l'AFC? Bon, c'est tout à fait différent parce qu'au Congo, le FDLR n'agresse pas le Congo. Le FDLR n'agresse pas le Congo. Le FDLR se trouve pas... Mais ils font aussi du mal aux Congolais, ça vous le savez. Le FDLR ne se trouve pas au Rwanda, il se trouve au Congo. M23, ce sont des rebelles. Il y a des Rwandais, entre guillemets, des rebelles, congolais. entre guillemets, congolais, on peut le dire, mais il y a des Rwandais soutenus par le Rwanda qui sont sous le sol congolais. Vous comprenez? Alors, étant donné que, pourquoi on dirait ça? Parce qu'ils ont occupé les villes et territoires congolais. Ah, d'où ce traitement de valeur. Alors, pour qu'ils puissent se quitter... Traitement privilégié. Pour qu'ils puissent se quitter, étant donné qu'ils sont là, ils ont leur agenda, ils ont leurs objectifs. On ne peut pas, par simple recommandation, quitter et puis ils quittent. On doit les caresser dans les sens du Alors, poil. étant donné que nous avons été faibles, il faut qu'on le dise, à un certain moment, et nous partons à position de faiblesse, et nous avons demandé les renforts de l'administration Trump pour qu'on puisse s'armer afin d'avoir une force, une crédibilité. Alors, c'est pour laquelle il est prévu à ce qu'on puisse continuer, poursuivre les négociations. On peut dire aujourd'hui, on arrête M23 et AFC, retirez-vous. Et s'ils ne se retirent pas, ils peuvent encore causer plus du mal qu'ils l'ont fait au mois de janvier. Non, le problème, c'est, vous serez d'accord avec moi, que sans les Rwandais, sans l'apport du Rwanda, le M23, AFC n'est qu'un mirage. Si les troupes rwandaises se retiraient, mais il va de soi que le M23 AFC va disparaître. Oui, M23 AFC va disparaître si si nous faisons une bonne réorganisation de notre armée pour essayer de contre-attaquer, mais il y a encore l'accord, la résolution qui prévoit aussi le cessez-le-feu entre FARDC et M23. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a un autre accord qui va venir au-delà de cet accord, RDC et AFC M23. Et vous avez déjà l'accord des Doha. L'accord des Doha. Vous avez vu les recommandations maintenant. Ce sont des négociations, comme vous le savez, ça ne s'arrête pas. Les enchères ne font que monter. Ne font que monter, ça ne s'arrache pas aussi gratuitement, facilement comme ça. Il faut toujours augmenter les enchères, il faut toujours faire des demandes, il faut toujours présenter les recommandations jusqu'à arriver à trouver les compromis. Donc cet accord-là, ça se poursuit. Et le troisième accord qui viendra... Donc de cet accord des Doha dépendent l'exécution de l'accord de Washington. C'est lié. Intimement lié. Parce que l'accord de Washington a recommandé les deux parties de poursuivre pour trouver les compromis. Mais déjà, quand ils vont poursuivre pour trouver les compromis, ce serait sans le Rwanda, parce que le Rwanda, à ce moment-là, est appelé à ne plus... Les véritables patrons sera à distance. Alors, il y a un point qui dérange beaucoup plus dans cet accord parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est la 6e disposition. Ouais. Cadre d'intégration économique et régionale. Les aspects économiques. Les aspects économiques. Je pense, à mon avis, que les États-Unis n'ont pas voulu abandonner leur ancien partenaire. Je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est la raison pour laquelle il est prévu, je peux le lire, la gestion conjointe des ressources dans les lacs Kivu et des chaînes de valeur minière transparentes, formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays, en partenariat, les cas échéants, avec le gouvernement et les investisseurs des États-Unis. C'est vraiment ambigu. La gestion commune des parties nationales. C'est vraiment ambigu quand on parle de la chaîne de valeur minière transparente
et formalisé de bout en bout de la mine au métal transformé. La mine, c'est chez nous. Oui, les produits bruts. On transforme où? La raffinerie, c'est où? C'est au Rwanda. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous devons co-gérer nos ressources minières. Des bouts en bout. Des bouts en bout. Donc, c'est vraiment la co-gestion des ressources minières entre la RDC et le Rwanda. Or, le Rwanda, sur son sol, n'a pas les minéraux que la RDC détient. Et du coup, nous allons partager ces minéraux. Partager ou brader nos minéraux? Non, partager, ce ne serait pas vraiment brader parce que ce serait transparent. Parce que si on parlait de la transparence ici. Pourquoi? Parce que le Rwanda volait les minéraux, transformés chez lui. Une contrebande à ciel ouvert. Contrebande vraiment à ciel ouvert et se présentait comme étant un pays qui possédait ces minéraux-là sur son sol. Parce qu'il transformait et vendait aux multinationales. Alors, je précise un point très important qu'il faut noter. Les États-Unis ont investi plus de 500 milliards de dollars en intelligence artificielle et qui aura besoin des ressources minières, surtout des mines rares. Investi en quoi? Aux États-Unis d'Amérique, je ne parle pas d'ici. Ah, ok. À l'intelligence artificielle. Ils auront besoin des ressources pour soutenir l'intelligence artificielle. C'est pourquoi vous voyez même la Chine venir chez nous. Ouais. Vous voyez les États-Unis. Donc la guerre est la guerre des terres rares. Les minéraux stratégiques. La guerre des terres rares et des minéraux stratégiques. Et tous les minéraux stratégiques qui contribuent à l'intelligence artificielle, à la fabrication, c'est au Congo. Donc c'est vraiment une offre que les États-Unis ne peuvent pas louper. Et du coup, il faut que ça soit beaucoup plus transparent. Et les États-Unis n'ont pas voulu abandonner les Rwandais. Nous, nous sommes en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte malgré nous. On accepte tout. On accepte malgré nous. Mais dans cette acceptation, apparemment, on apparaît beaucoup plus vainqueur que le Rwanda. Comment ça? Dans ce sens qu'après la publication de cet accord, le président rwandais Paul Kagame s'est exaspéré. Non, nous l'avons suivi. Il ne faut pas suivre ces sauts d'humeur. Non, mais voilà, il parle en tant que chef d'État. On ne gère pas les pays avec l'état d'âme et on porte l'âme de l'État quand on gère les pays. Il est clair. Il est clair. Il a tenu même des propos déplacés vis-à-vis de l'administration américaine. Et on verra la bonne foi des Rwandais pour appliquer cet accord. Et vous allez comprendre que le Rwanda ne sera plus le plus grand gagnant comme se faisait dans le passé. Il va maintenant partager ce qu'il gagnait avec la République démocratique du Congo. Plutôt que de voler, ce serait maintenant à ciel ouvert. On sait qu'autant de tonnes ont quitté la RDC pour être raffinées au Rwanda. Et le Rwanda, de façon transparente, la RDC aura sa part, le Rwanda aura sa part. Or, auparavant, 100% des parts étaient au Rwanda. Oui. Et je comprends, au fait, l'exaspération. Mais ça, c'est ce qu'on appelle chaîne des valeurs ou chaîne d'approvisionnement des matières minières. Mais, Olivier Sambaye, quand on parle de la gestion commune des parcs nationaux, de quels parcs nationaux s'agit-il où nous avons en commun avec les voisins? C'est ce que j'étais en train de dire. Nous sommes partis en position de faiblesse. Et les États-Unis n'ont pas voulu abandonner leur ancien allié, leur ancien partenaire que le Rwanda. Et nous étions en position de faiblesse, c'est pourquoi nous l'avons accepté. En acceptant... Donc on a accepté n'importe quoi. Oui, en tout cas... L'inacceptable. C'est quelque chose... En tout cas, je vous donne un point. Pourquoi on dit c'est inacceptable? C'est simplement parce que la notion du panafricanisme reste encore, jusqu'alors, une utopie. Le problème ici de cette disposition, pourquoi ça dérange? Ça dérange à cause de l'administration rwandaise. Le régime rwandais, c'est un régime sanguinaire et belliqueux. C'est un régime malhonnête. C'est un régime, en tout cas, je sais comment qualifier ce régime rwandais qui a 30 ans avec l'actuel président Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle cette disposition dérange. Dans la logique des choses, ça ne pouvait pas déranger si on s'ouvrait au panafricanisme. Qu'apprenait Kwame Nkrumah, qu'apprenait Cheikh Anta Diop, et quand on prenait tous les pères du panafricanisme. Vous avez une idée sur Airbus, une grande société de fabrication d'avions qui n'a pas une installation dans un seul pays. Combien de pays européens contribuent à la fabrication d'Airbus, au montage d'Airbus? Et voilà ce qu'il y a sous d'autres cieux. Comment expliquer le fait qu'il y a des pays africains aujourd'hui, pour y aller, il faut demander les visas? Et pourtant, vous avez 29 États
Européens qui parlent Schengen, on n'a pas besoin d'un visa pour aller en Allemagne, aller en Espagne, en Belgique ou en France, quelle que soit la nationalité de ces pays que je viens de citer. C'est en fait ça le panafricanisme. Nous n'avons pas encore cette notion-là ancrée en nous pour qu'on puisse accepter d'être un État. On a des frontières éternelles avec le Rwanda et ça devait être ça le cas. Malheureusement, la mauvaise foi du régime rwandais, c'est ce qui énerve davantage cette disposition. Mais la logique des choses devait être ça parce qu'il y a des États qui aident aussi les autres qui ne sont pas dans la possibilité. Ça devait être le cas. Malheureusement, le Rwanda n'a pas joué franc jeu depuis il y a plus de 30 ans. C'est la raison pour laquelle quand on voit cette disposition, ça énerve, ça ne peut qu'énerver pour dire que non, ils nous ont pillés, ils ont massacré plus de 10 millions de morts, mais aujourd'hui, parler encore de l'élection transparente, et pourtant, il fallait vraiment sanctionner, asphyxier le régime rwandais. C'est en fait ça le problème. Parce que si vraiment on était vraiment panafricaniste, ça n'allait même pas énerver. Et ça allait être applaudi. C'est panafricanisme seulement à l'endroit d'un seul voisin, alors qu'on en a 9. Mais parce que dans les cas sous examen, c'est le Rwanda qui est identifié comme agresseur pendant 30 ans. C'est le Rwanda qui exploite les minéraux. Alors il faudra les cajoler. Il y a des documents. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est aussi la réelle politique. Ce sont les intérêts des Américains. Les Américains n'ont pas voulu abandonner leur ancien allié. C'est ça la logique. Et nous sommes partis en position de faiblesse. C'est justement ça le problème. Cette position de faiblesse a fait que l'on accepte cette disposition, chaîne des valeurs minières transparentes et formalisées de bout en bout de la mine au métal transformé qui relie les deux pays. Métal transformé qui relie les deux pays. Quel métal? Les diamants, l'or, cobalt, zinc, manganèse, quoi? Ressources naturelles de la région. De la région. Nous parlons de la RDC et tout ce que je viens de citer. Ce n'est plus de la RDC. Tout ce que je viens de citer. Région. Tout ce que je viens de citer ne se retrouve pas au Rwanda. Ce sont des biens sans maître. Je suis en train de me demander, 2008, Nicolas Sarkozy ici, en République démocratique du Congo, ça résonne à nos oreilles. La RDC comme scandale géologique et que la RDC devait partager ses richesses avec le Rwanda. C'est en fait déjà ça, ce que Nicolas Sarkozy avait dit. Mais c'est justement formalisé dans cet accord. Mais qui perd alors? Alors, celui qui perd dans cet accord, c'est le Rwanda qui perd parce qu'il n'aura plus 100% des avantages. C'est pourquoi vous avez vu Paul Kagame déjà s'exaspérer, allant jusqu'à insulter le président américain. Vous l'avez suivi. Donc nous nous contentons de ces verres à moitié pleins. C'est le Rwanda qui est perdant. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Nous sommes en train de nous agiter parce que peut-être nous oublions la notion de la logique prospective. Au fait, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que philosophe, les recherches doctorales portent sur la logique prospective. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons conclure cet accord. Je rappelle qu'il y en aura 3. Le premier déjà conclu. Le deuxième arrive avec AFC M23. Le troisième, le plus important, qui dépasse les tout. RDC Washington, RDC États-Unis. Et Donald Trump était clair devant l'OTAN pour dire que nous allons exploiter beaucoup de... Et cette fois-ci, le Rwanda ne sera pas invité? Non, non, ce n'est pas le Rwanda, c'est RDC et Washington, pas le Rwanda. Alors maintenant, vous allez... Vous verrez qu'il y aura une sorte d'annexe réservée au Rwanda. L'annexe sera réservée, peut-être on va annexer l'accord RDC-Washington, peut-être. On va annexer. Pourquoi? Parce que le point 6 dit ceci, en partenariat, mais attention, c'est le français, en partenariat, je répète encore, en partenariat, le cas échéant, avec les investisseurs et des investisseurs avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis. On dit bien les cas échéants, c'est le français. Donc, nous allons conclure l'accord avec les États-Unis sur l'exploitation des matières premières qui se trouvent sous le sol congolais. Le Rwanda n'est pas à être associé dans cet accord. On dit aussi les cas échéants. Les cas ne peut ou ne pas échoir pour qu'on puisse travailler en partenariat avec le Rwanda. Un acte de vente des richesses du Congo aux Américains. Non, non, pas un acte de vente des richesses du Congo aux Américains. Le problème, c'est quoi? Vous avez les matières premières. Les Américains, quand ils arrivent, d'ailleurs, je suis en train de proposer au gouvernement de pouvoir s'armer, se préparer. Vous avez déjà saisi la chef du gouvernement? Oui, nous allons saisir la chef du gouvernement par une note technique pour lui faire la proposition de ce que nous pensons de cet accord. Qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons ceci. Lorsque nous allons conclure l'accord, ce qui n'est pas encore arrivé avec les États-Unis d'Amérique,
Ils vont investir ce qu'ils ont promis, 500 milliards, pour une exploitation dans 15 ans. C'est dans les négociations, ce qui est prévu. Il va falloir que nous soyons prêts, que nous puissions mettre en place ce qu'il faut pour capitaliser cet accord, la capitalisation du futur accord RDC, États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, nous devons avoir la compétence technique qu'il faut pour accompagner les investissements américains. En ce qui concerne l'ingénierie, en ce qui concerne la gestion des minéraux, en ce qui concerne la gestion des eaux, la gestion lacustre et consorts. Donc nous devons nous armer scientifiquement pour être à la hauteur. La deuxième des choses, c'est que nos banques doivent être prêtes. L'économie congolaise doit être aussi prête. L'économie congolaise, c'est une économie majoritairement informelle, qui n'est pas formalisée. Nous n'avons pas la culture bancaire. La thésaurisation prévaut sur la culture bancaire. Ce qui fait que nous n'avons pas une traçabilité financière en telle enseigne que nous avons qu'on peut tomber dans le blanchiment des capitaux. Et dans tous les secteurs, vous avez une partie qui est payée dans les comptes et les Maboko Banques, communément appelés, continuent à fonctionner. Il y a de ces fonctionnaires qui continuent à percevoir les primes en cash plutôt qu'en banque. Donc nous avons une facilité de tomber sur les Congolais préfèrent les Maboko Banques. Comme conséquence, la RDC est sur la liste grise des GAFI. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut respecter les 40 recommandations des GAFI pour sortir de la liste grise afin que nous soyons beaucoup plus visibles auprès de ces firmes internationales comme étant une société où il y a la transparence en ce qui concerne la gestion financière. Parce qu'il faut déjà qu'on aplanisse le terrain. Là, c'est le premier ou le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Par rapport à l'accord à venir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous armer, nous préparer de telle sorte que nous puissions nous puissions capitaliser cet accord pour des générations futures. Et parler de 15 ans, nous devons parler de 30 ans de capitalisation. C'est-à-dire, les Américains viendront ici. Il va falloir qu'on mette en place un centre national des scientifiques, ce que j'appelle centre national des technosciences, qui va profiter des passages des Américains pour qu'on puisse nous ouvrir à l'aéronautique. Et les Américains accompagnent tout le monde dans le monde. Je dis bien, je précise mes mots, permettez de le dire comme ça, tout le monde dans le monde. Les Américains ont accompagné les Chinois, voilà la Chine, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les Américains ont accompagné le Japon, voilà ce que le Japon est devenu aujourd'hui. Les Américains ont accompagné le Qatar, voilà le Qatar ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les Américains ont accompagné toute l'Europe, je dis bien toute l'Europe. Oui, plan Marshall. Voilà ce que l'Europe est devenue aujourd'hui. Mais les Américains sont aussi prêts à nous accompagner. Il faut qu'on s'arme sur la géologie. Il faut qu'on s'arme sur l'aéronautique, sur la télécommunication, sur l'automobile, sur l'intelligence artificielle, scientifiquement, technologiquement. Il faut qu'on s'arme. Avec Elon Musk, vous avez Starlink. Starlink, ce qui fait que les satellites d'Elon Musk puissent fonctionner avec cette possibilité de donner l'accès à la connexion partout. Mais les matières qui contribuent à la fabrication de ces satellites se trouvent au Congo. Les fusées telles que fabriquées partout, les éléments qui stabilisent le fusée, d'après ce que nous avons reçu comme information, ça se trouve au Congo, tous ces genres de minéraux. Mais nous avons tout ça. Est-ce qu'on doit seulement donner les Américains pour l'exploiter? Et en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait que nos ingénieurs reçoivent les renforcements des capacités technologie 2.0 pour qu'ils puissent accéder, travailler ensemble avec les Américains. Je vous informe encore, la main-d'œuvre sera une main-d'œuvre locale. Voilà l'avantage que nous avons. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment on doit capitaliser cette négociation, ces partenaires avec les Américains? Cette manne américaine. Lorsque les ingénieurs congolais travailleront dans ces firmes américaines basées ici, Prince Eric, nous avons déjà suivi ce qu'il prévoit déjà avec les hommes d'affaires. Bolos en a parlé. Bolos en a parlé et puis les Américains sont très sérieux lorsqu'ils parlent de cet accord. Parce que plutôt que de passer par un courtier qu'on appelait Paul Kagame, ils passent directement. Comme l'adage français qui dit, mieux vaut avoir affaire avec Dieu plutôt que de passer par le Saint. Les dieux en ce moment, c'est la RDC. Le Saint, c'est le Rwanda. Et on met le Saint de côté, on accède directement à Dieu pour avoir la richesse en abondance. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, c'est directement avec la RDC. C'est beaucoup plus bénéfique. Réfléchissons. 500 milliards investis en RDC. 500 milliards de dollars. Nous n'avons qu'un budget de 16 milliards estimé. Multiplié par combien pour atteindre 16 milliards? Non, mais les 500 milliards sont investis dans les machines d'extraction. Hein. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. Disons-les. C'est pour les besoins de la cause américaine. Disons-les, besoins de la cause américaine dans quel pays?
ici, les usines où qui vont travailler? Les Congolais. Les routes, c'est qui vont faire la desserte? Des infrastructures Des routières. infrastructures routières, des infrastructures hôtelières, des logements. Mais parce qu'ils viendront aussi pendant 15 ans, ils ne vont pas rester dans les bourses. Mais ce serait bénéfique au Congo. Ils vont construire. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant directement apprendre à implanter notre régime des raffineries ici. Parce qu'ils prennent... C'est ce qu'il faut faire, Mais urgemment. c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça doit être négocié avec Cette usine des raffineries les Américains. doit être installée ici. Le Rwanda aura son usine des raffineries, ses usines des raffineries, et on va leur donner des miettes. Peut-être 10% de ce qu'on doit exploiter, le 90% seront exploités ici. Nous ne serons pas un État spectateur. Mais notre usine-là va travailler avec quelle énergie électrique? C'est aussi ça notre problème. Voilà aussi l'avantage de négocier avec les Américains. Ils vont nous accompagner dans ça parce que c'est une question de milliards. C'est une question de milliards de dollars pour stabiliser l'électricité en RDC. Inga 3. Et les milliards arrivent. Inga 3. Nous irons jusqu'à faire fonctionner tous les barrages hydroélectriques que nous avons. Les ingénieurs qui sont à la SNEL savent exactement combien et ce qu'il faut pour qu'on puisse offrir l'électricité sans interruption dans ces pays. Qui peut éclairer l'Afrique. Ils ont tous les documents stratégiques. Les ingénieurs à SNEL, ils savent ce qu'il faut faire. En tout cas, je les salue. Ils sont juste en difficulté de financement et le gouvernement aussi n'a pas assez de moyens. Mais c'est une aubaine qui arrive pour transformer positivement le Congo et c'est alors qu'il faudra vraiment... Mais au lieu d'aller financer les clubs européens, autant mettre cet argent dans des projets de telle nature. Bon là, ce n'est qu'une parenthèse. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Une digression que je ferme rapidement. Oui, vous refermez rapidement. Oui. Et je ne vais pas ni ouvrir ni fermer. Mais j'étais en train de parler de l'accord avec les Américains à venir. Parce que là, ce serait beaucoup plus bénéfique. Et là, je pense que ça nous aiderait, nous aussi, à aider le gouvernement à réaliser vraiment cette alliance entre la science et la politique, pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir dans de bonnes conditions. Mais il faudrait aussi, pour travailler avec les Américains, ça demande beaucoup d'exigences. Nous devons être dans une disposition où nous devons vraiment mettre en place la justice transitionnelle, la lutte contre la corruption. Il faudrait que le pays soit vraiment un pays de personnes vertueuses. C'est ça même la finalité de notre ASBEL, pour une société de personnes vertueuses. Lorsqu'on devient une société de personnes vertueuses, les investisseurs viendront. Avant que les Américains ne viennent ici, il faut la première garantie, la toute première garantie, c'est la paix. L'homme comme Non, la toute première garantie, c'est la paix d'abord. La paix d'abord. C'est la toute première matière première. Exactement, pour que les Américains viennent ici. La deuxième, c'est l'homme congolais. L'homme. Parce qu'ils vont travailler avec des Congolais. L'homme congolais, c'est une équation. Ils vont travailler avec des Congolais. Et quel est l'homme congolais? C'est quoi son statut La corruption. C'est quoi son statut moral? C'est quoi le statut moral de l'homme congolais? C'est un statut qui est tourné vers les antivaleurs. La légitimation. C'est le statut d'un détourneur patenté. Je dis les antivaleurs sous toutes leurs formes. Vous comprenez? C'est ça le statut de l'homme congolais. L'homme congolais inverse les valeurs. Les valeurs deviennent antivaleurs, les antivaleurs deviennent valeurs. L'inversion des valeurs, l'homme congolais. Alors il faut reformater l'homme congolais pour qu'on puisse s'ouvrir à une société de personnes vertueuses. La vertu, c'est la disposition constante à toujours bien agir. La vertu permet à ce que l'on puisse se surpasser, qu'on puisse dompter ses passions, qu'on pense république et non qu'on pense soi. L'homme congolais doit s'ouvrir à un esprit public. Et je conclurai peut-être en disant ceci, nous sommes un pays qui n'a pas de rêve. Quel est le rêve congolais? On ne sait pas l'identifier. On ne sait même pas l'inculquer dans nos enfants. Le rêve congolais, nous n'en avons pas. On n'a pas une philosophie politique. C'est quoi la philosophie politique congolaise? Le seul pays qui a plus de 1000 partis politiques, où tout le monde veut gagner la vie en allant faire la politique. Nous n'avons pas la philosophie politique. C'est quoi le système politique, le système économique congolais? Aucun système économique, c'est du méli-mélo. C'est quoi le système défini, conçu? On n'a même pas la conscience et la mémoire historique. À telle enseigne que le département des histoires, de l'histoire, des sciences historiques dans nos universités est vidé des étudiants. Le département de philosophie est vidé des étudiants. Le département de lettres et traditions africaines vidé des étudiants. En géologie, il y a presque plus d'étudiants. En polytechnique, faculté à l'université de Kinshasa, presque plus d'étudiants. Voilà les problèmes. Quelle est la politique gouvernementale? Il faut qu'on profite de cette occasion pour créer le rêve congolais. C'est quoi la philosophie politique congolaise? C'est quoi la société congolaise? Et faire en sorte que 65 ans après l'indépendance, qu'on puisse fêter les centenaires d'indépendance comme un État prospère. Dans 35 ans. Dans 35 ans, un État prospère. Déjà dans 10 ans, c'est le jubilé des 75 ans. Il va falloir qu'on sente que
que le Congo est debout. Et pour que le Congo soit debout, nous devons avoir des personnes vertueuses qui pensent public, qui ne pensent pas soi. Et il faut réformer aussi, penser à la génération future, notre système éducatif qui apprend aux enfants de penser soi, parce qu'on étudie pour soi-même. Quand je grandirai, je serai médecin. Je serai politologue. Je serai ceci. Pourquoi? Pour moi, je vais m'acheter une maison, je vais me marier, je vais avoir un véhicule. Voilà l'esprit privé. Les enfants grandissent avec ce qui peut justifier à un certain moment aussi les détournements parce qu'on n'a pas été forgé à travailler pour les autres, pour la République. On n'a pas les rêves congolais, comme les Américains disent Make America Great, c'est ça le rêve américain. MAGA. Donald Trump a grandi avec, il a constaté que l'Amérique perdait sa grandeur. Il vient avec MAGA, Make America Great Again. Vous comprenez? Donc il a ça. Ils sont fiers d'être américains. Et nous, qu'est-ce que nous avons construit dans notre chaîne mentale? Dans notre chaîne mentale, qu'est-ce que nous avons construit dans notre imaginaire collectif? C'est l'esprit privé. Il faut qu'on s'ouvre à l'esprit public. Et là, ça demanderait des réformes aussi en profitant de ces partenariats qui vont faire en sorte que le Congo puisse décoller. Félicitations au gouvernement pour le premier pas. Deuxième pas arrive et troisième pas arrive. Je pense que ce serait pour le bonheur de l'ensemble des Congolais. Olivier Sambaï, philosophe, enseignant de l'université, coordonnateur du cercle axiologique Asbel. Je crois que vous avez tout dit. Dois-je encore vous donner la parole pour la conclusion? Merci pour cette tribune que vous m'offrez. Le plus important, c'est que ce que nous avons fait comme recommandation et nos notes techniques que nous envoyons aux membres du gouvernement soient prises en compte parce que moi, je suis un analyste social et sociétal. Je constate, je présente des notes techniques aux membres du gouvernement, quitte à eux de s'ouvrir à la rationalité pour embrasser les propositions que nous sommes en train de formuler. Nous ne jouons que notre rôle. Les philosophes, c'est celui qui joue le rôle des coqs qui chantent pour réveiller la société qui dort. Un secteur peut être en train de dormir, nous allons faire des notes à transmettre aux décideurs pour qu'on puisse prendre ces idées et mettre en pratique. Je dis bien, je souligne, prendre les idées et les exécuter. Parce que Karl Marx n'a jamais fait la politique, il a juste fait des propositions. La Chine a récupéré, l'Allemagne a récupéré, le monde a récupéré et ça a bouleversé. Il faut qu'on soit dans cette dynamique-là où l'on parvient à conclure le partenariat ou l'accord entre la science et la politique pour le développement intégral et durable. Messieurs et dames, mon invité a tout dit, un seul accord, un seul texte, mais hélas diversement appréhendé, diversement perçu, diversement interprété, au point de constituer une véritable tour de Babel. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux, avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.